Bonjour à tous, merci d'être venus à cette séance de questions-réponses avec Madame la députée Marie-Pierre Vedrenne. Je vous rappelle que cette vidéo sera enregistrée dans un but éducatif et conservée sur la chaîne YouTube privée du comité des stagiaires jusqu'au 31 juillet 2020, qui est la date de fin du stage. Alors, Madame la députée, vous êtes membre du groupe politique Renew. Vous êtes membre de la Commission du commerce international et de la Commission des pétitions. Vous êtes juriste de formation spécialisé en droit européen et droit de l'OMC. Et donc, on aimerait savoir quelques détails sur votre parcours en tant qu'élue européenne. Et notamment, donc, avant d'être élue européenne, vous avez été directrice de la Maison de l'Europe de Rennes. Pouvez-vous nous parler de votre engagement associatif en faveur de l'Europe? Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup de votre sollicitation. Je suis ravie d'être avec vous, même au travers d'un écran, pour échanger sur mon parcours. Vous avez raison de le préciser. Donc moi, si je suis arrivée, entre guillemets, au Parlement européen, c'est justement parce que j'étais engagée sur les questions européennes et je n'avais pas forcément un parcours politique. C'est mon premier mandat. Et c'est là où on voit aussi que d'un élu à un autre, le parcours est totalement différent. Et effectivement, moi, j'ai toujours été engagée pour défendre l'Union européenne. Et au-delà de l'avoir fait dans le cadre professionnel en étant directrice de la Maison de l'Europe, j'ai déjà commencé dans le cadre associatif où j'ai été donc présidente des Jeunes Européens Rennes et après, ensuite, vice-présidente de l'association au niveau national. Pourquoi s'être engagée pour l'Europe plutôt que… et souvent, j'ai cette question quand j'interviens dans le cadre scolaire. Pourquoi l'Europe et pas votre pays? Et je réponds qu'au contraire, ça va ensemble. Si j'ai vraiment fait le choix de m'engager dans le cadre associatif et d'y passer parfois de nombreuses heures au détriment de soirées entre amis et en famille, c'est parce que justement, j'étais toujours convaincue que l'Union européenne, c'est un espace de paix, déjà. Pour moi, c'est important de le rappeler. Et c'est un espace de liberté. Je tiens profondément au fait que chaque personne puisse exercer ses libertés, la liberté de penser, la liberté de parole, la liberté de se réunir. Pour moi, c'est essentiel. Et en fait, donc j'habite en Bretagne maintenant, mais je suis originaire de Limoges, dans le centre de la France. Et un des passages obligatoires quand vous êtes encore plus jeune que vous, quand vous êtes à l'école, c'est Oradour-sur-Glane. Donc, c'est une ville qui a été dévastée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, en fait, ce passage m'a beaucoup marquée parce qu'après, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Lucie Aubrac, qui était donc une résistante. Quand je suis arrivée à Rennes, j'ai rencontré Magda Hollander-Lafont, qui est pareil, une réfugiée hongroise qui a été à Auschwitz quand elle était toute jeune. Et du coup, toutes ces rencontres, que ce soit des rencontres physiques ou des rencontres de lieu, m'ont confirmé le choix qu'il fallait défendre l'Union européenne. Il fallait défendre ce projet qui doit évoluer parce que maintenant on a des nouveaux enjeux. Donc c'est un petit peu une rencontre entre guillemets qui s'est fait voilà, au travers de personnes et qui s'est fidélisée entre guillemets au fur et à mesure des années et des choix. J'ai fait des études de droit, on va dire un petit peu par hasard, initialement. Après le bac, je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, droit, on vous dit toujours que ça mène à plein de choses. Puis je m'étais dit, je vais devenir une grande avocate, un petit peu, vous voyez, les concours de plaidoirie, etc. Et en deuxième année, en droit administratif, donc on voit la primauté des normes, tous ces trucs bien sympathiques. Et donc, notre prof de droit administratif nous interroge un peu sur l'Union européenne. Et je me rends compte qu'au-delà de mon attachement à l'Union européenne, je n'y connais strictement rien sur le fonctionnement et sur voilà, les traités, des choses qui pourtant nous paraissent maintenant basiques, hein, mais sur le coup, j'étais là, oh là là, j'étais calée sur les entrées d'adhésion des États, sur des choses un peu bêtes. Et donc, je fais le choix au fur et à mesure aussi de prendre de plus en plus d'options en droit européen, parce que j'ai la chance d'avoir des profs qui étaient passionnants et passionnés. Et je crois que c'est ce qui caractérise aussi un petit peu tous les profs de droit européen à chaque fois, c'est qu'ils ont cette fibre européenne en eux. Et donc, je vais faire mes études à Rennes. Et puis après, je rentre à la Maison de l'Europe et ça se concrétise
donc par être présente sur la liste Renaissance et devenir députée européenne il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. Et donc finalement, c'est le droit administratif qui est quand même une matière assez compliquée qui vous a incité à continuer dans le droit européen en général et avec votre engagement pour l'Europe, en faveur de l'Europe. Alors, comment décrivez-vous une journée de travail typique au Parlement européen et comment ça se passe en tant que députée femme? Parce qu'on sait que souvent, c'est un peu plus compliqué pour les femmes dans le monde politique que pour les hommes. Alors, je vais faire en 2 temps parce qu'il y a un peu, il y a déjà vos deux questions, mais en 2 temps par rapport à une journée type. Parce qu'il y a la journée type, on va dire, avant Covid, et il y a la Oui, journée type maintenant avec le Covid, où c'est, même si l'enjeu et le travail est le même, mais c'est totalement différent. Parce que donc une journée type, quand on est à Bruxelles ou à Strasbourg, elle commence très tôt, elle finit très tard, elle est passionnante parce que tout s'enchaîne. Et j'ai la chance d'être dans des commissions moi, que je trouve très intéressantes. Donc, commerce international, je suis aussi dans la commission emploi et affaires sociales, et donc suppléante en commission de pétition. Et à chaque fois, vous touchez en fait à tous les sujets. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer quand je reviens sur le territoire en Bretagne. Voilà, dans la commission commerce international, bien sûr, il y a les questions agricoles, et c'est important pour ma région. Mais quand je leur dis aussi voilà, que j'échange avec Adidas quand il fallait parler de l'accord sur le Vietnam, la responsabilité sociale des entreprises, toutes les problématiques au sein de l'Organisation mondiale du commerce, les liens avec la Commission européenne. Donc, on enchaîne beaucoup de rendez-vous avec de multiples acteurs. Et moi, je tiens aussi justement à avoir ces échanges avec des acteurs totalement différents, avec des ONG aussi. Parce qu'en tant que parlementaire européen, on ne peut pas avoir la compétence sur tous les sujets et l'expertise sur tous les sujets. Celui qui vous dit qu'il connaît tout, il vous ment, c'est pas possible. On peut pas tout connaître d'un point de vue technicité. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'équipes parlementaires et qu'il y a toute l'administration du Parlement européen, parce qu'on ne peut pas être des experts de tout. Et donc, c'est important de faire appel aussi à ces personnes qui ont des expertises pour ensuite prendre la meilleure des décisions. Et celle en écho avec notre programme et nos engagements, parce qu'on est aussi lié à nos engagements de campagne. Si on a été élu, c'est que des personnes veulent que nos engagements deviennent réalité, donc il ne faut pas non plus les perdre de vue. Et puis, il y a ces réunions de groupe aussi, fixer les lignes. Moi, ce que j'apprécie beaucoup au Parlement européen, et je pense que dans d'autres assemblées, telles que l'Assemblée nationale en France, on le voit moins parce qu'il y a la majorité, etc. Et au Parlement européen, personne n'a la majorité à lui seul. C'est tout ce travail d'influence et de conviction. Je trouve que c'est passionnant parce que ça vous pousse justement à sortir de vos positions, à être dans une capacité d'écoute vis-à-vis de tous les pays européens qui n'ont pas forcément la même vision. Souvent, on a des notions communes. Là, si je prends l'exemple du Covid, dans la commission commerce international, où on parle de souveraineté, d'autonomie stratégique, tous les États ne mettent pas forcément la même chose derrière. Donc, c'est important de prendre ce temps d'échanger, de comprendre les blocages pour arriver à des positions qui soient les plus justes et les plus ambitieuses possibles. Au début du mandat, ça a été beaucoup de temps avec les collègues, à échanger, à comprendre tout ça, tout le fonctionnement du Parlement européen, tout le côté règlement, procédurier aussi. C'est quand même une grosse machine, hein, vous savez bien, le Parlement européen, donc il faut aussi appréhender tous ces codes-là. Et puis maintenant, avec le Covid, donc on est resté majoritairement confinés chez nous aussi. C'était important d'être exemplaire en quelque sorte. Et donc, tout ce travail d'influence à distance, au travers d'écran, c'est quand même un peu plus compliqué. C'est pour ça que moi, la semaine dernière, j'étais à Bruxelles. Je vais y revenir pour la prochaine plénière. Parce que justement, emporter la conviction à travers un écran, c'est quand même plus difficile. Surtout quand vous êtes dans les négociations. Je suis rapporteur en ce moment sur un dossier sur l'application et le respect des règles commerciales. Pour discuter avec les shadows, c'est quand même pas pareil. C'est plus simple de temps en temps de se voir autour d'un café et d'essayer de convaincre de la sorte, alors que quand vous êtes tous dispatchés aux 4 coins de l'Europe, c'est un peu plus compliqué. Donc, il n'y a pas une journée type. Il y a vraiment plein… Parce qu'en même temps, il n'y a pas de semaine type. Quand c'est la semaine de groupe, quand c'est la semaine à Strasbourg. Bon, forcément, moi, j'apprécie beaucoup d'aller à Strasbourg. Hein, évidemment, en tant que Française, c'est important. Mais c'est vrai qu'à Strasbourg, il y a une ambiance aussi particulière.
On est tous là pour le coup. Et vous enchaînez tous les rendez-vous, les points plus politiques, et il y a un peu plus de suspense et de tension, j'allais dire. Donc moi je trouve que c'est des moments très riches. Et puis j'essaye d'accueillir énormément de groupes aussi à Strasbourg, parce que je pense que c'est important de démontrer que l'Union européenne, elle se construit avec les citoyens et elle doit véritablement se construire avec eux. Donc, avec mon équipe, on essaye d'avoir un nombre de groupes importants pour leur faire comprendre justement les points de blocage. Et sur la question relative, est-ce que c'est plus dur d'être une femme en politique ? Moi, je dirais qu'à ce stade, je n'ai pas eu à le vivre directement. J'ai jamais trop eu de remarques. Même si je vois bien dans mes comportements, il y a des petites phrases que des collègues ne se permettraient pas si c'était un homme. Surtout pendant la campagne, en fait. J'avais droit à genre « Ah, la jeune femme qui sourit ». Ils ne se diraient jamais ça auprès d'un candidat homme. Ils ne parleraient pas de son sourire. Donc, on fait avec. Et quand c'est déplacé, on le fait remarquer. Mais à ce stade, au Parlement européen, je n'ai jamais eu de problème parce que j'étais une femme. Mais il est certain que l'enjeu, et c'est ce que je dis souvent là aussi quand j'interviens dans le cadre scolaire, à nous de ne pas nous mettre de propres barrières. Parce que souvent, on va aussi se freiner. Moi, je suis maman d'une petite fille et c'est vrai qu'avant, je me posais des questions sur, bon, alors est-ce que je dois aller en politique? Est-ce que ça va être compliqué? La vie de famille? Je me posais peut-être beaucoup plus de questions. Et au bout d'un moment, mon mari m'a dit, bon, allez, t'arrêtes avec tes questions et t'y vas parce que c'est ce que tu as envie de faire. Et je pense que quand vous êtes soutenu et quand vous avez les moyens qui vous permettent de le faire, vous vous posez moins de questions et du coup, vous êtes moins peut-être confronté à ces blocages, même s'il y en a. Hein, faut pas le nier. Et justement, il faut créer les conditions nécessaires pour que tout le monde ait la possibilité de faire ce qu'il a réellement envie, quoi. J'ai vu qu'il y avait des questions qui apparaissaient. Exactement. Et ça me permet justement de revenir au chat. On a une question de la part de Paul, qui est stagiaire du secrétariat de la Commission Commerce International et qui vous demande votre avis sur l'avenir de la politique commerciale de l'Union européenne, en prenant en compte, bien évidemment, les conséquences du Covid sur la politique commerciale. On est dans l'attente un petit peu aussi de la feuille de route qui va être donnée de la part de la Commission européenne. Moi, je pense que la politique commerciale, elle doit véritablement évoluer et c'est pour ça que j'ai fait le choix aussi justement d'aller dans cette commission-là. Je pense qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur la politique commerciale et que c'est un sujet très passionnel, spécifiquement aussi en France. On a un regard privilégié différent, je pense, vis-à-vis de la politique commerciale, où on est toujours focalisé juste sur la conclusion des accords de libre-échange et on ne voit pas justement tous les instruments de défense commerciale, tout ce que fait la Commission européenne. Donc, je pense qu'il y a un travail aussi de pédagogie à faire sur cette politique et un travail d'évolution à mener parce que du fait du Covid, on s'est rendu compte aussi qu'on était véritablement dépendant de la Chine et qu'il faut qu'on lutte contre cette dépendance. Donc, c'est pour ça que moi, je me réjouis quand le commissaire Hogan il parle d'autonomie stratégique. Maintenant, il faut définir comment et sur quel secteur, justement, on veut être autonome, entre guillemets, comment on veut reprendre notre destin en main, parce qu'on est aussi dans un contexte international très difficile, avec les tensions sino-américaines, et l'Union européenne, elle se doit, à mon sens, d'être beaucoup plus unie pour justement ne pas être le terrain de jeu des Américains et des Chinois. Et pour ça, ça doit passer par davantage de solidarité européenne sur le volet commercial. On a eu des exemples, j'allais dire, positifs quand les États-Unis, suite à l'attaque sur les services numériques qu'a mis en place la France, les États-Unis voulaient nous imposer des droits de douane et l'Union européenne s'est montrée pour le coup unie et a défendu l'ensemble des intérêts européens, mais du coup spécifiquement aussi des intérêts français, puis parce qu'on est en train de réfléchir à l'OCDE, à une solution internationale. Et je trouve que c'est dans ce cadre-là, et c'est valable pour d'autres exemples, que justement, là, l'Union européenne elle a un vrai rôle de leadership sur la scène internationale pour définir un commerce qui soit plus juste, parce qu'il y a une attente aussi sociétale sur le volet commercial vis-à-vis de la durabilité, vis-à-vis de nos chaînes de valeur. Et c'est pour ça que je parlais en préalable de pédagogie, parce que moi, j'entends beaucoup, voilà, on va tout relocaliser, on arrête tout le commerce.
Bon, je pense que c'est un peu se tromper de combat. Je pense qu'effectivement, il faut faire évoluer la politique commerciale, mais mettre en place des barrières et des frontières nationales, ça pour moi, ça serait, je pense, la plus perdante des solutions. Donc, il faut arriver à trouver un juste milieu entre avoir une Europe ouverte, mais qui aussi protège véritablement ses intérêts, ses entreprises, ses agriculteurs et ses citoyens. Alors, affaire à suivre dans les prochains jours, notamment avec la réunion de la Commission du commerce international qui aura lieu le 12, donc c'est-à-dire dans 2 jours. Voilà, pour nos stagiaires qui nous écoutent, si vous voulez suivre en transmission live, nous avons la possibilité sur l'intranet du Parlement. Et peut-être là, pour revenir aussi au chat, on a une autre question liée aux qualités principales que vous recherchez dans vos assistants parlementaires. Est-ce que ça serait plutôt des connaissances sur le fonctionnement de l'Union européenne, la sensibilité politique, ou bien des connaissances sur les sujets de vos commissions dans lesquelles vous êtes présente? Alors, moi, je vais faire en 2 temps. Je vais faire mes assistants parlementaires et puis les stagiaires. Au niveau donc des assistants parlementaires accrédités, moi, j'ai une équipe composée de 3 personnes. Je dirais que les qualités que j'ai recherchées de prime abord, c'est le fait que je m'entende bien avec eux, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Donc, au-delà du diplôme, mais je pense que là aussi, chaque député a un petit peu sa logique propre de recrutement. Mais moi, j'ai besoin de sentir que je vais bien m'entendre avec eux, qu'on va bien fonctionner, parce que, oui, effectivement, on passe énormément de temps ensemble et il faut cette relation de confiance. Je crois que s'il n'y a pas cette relation de confiance, ça ne peut pas fonctionner. Donc, j'ai besoin aussi de voir qu'ils soient engagés sur les questions européennes. Évidemment qu'ils aient envie de défendre le même projet politique que moi. S'il m'annonçait qu'il voulait défendre la sortie de la France de l'Union européenne, effectivement, il ne serait pas le bienvenu dans mon bureau. Même si ça peut être intéressant d'échanger avec eux et de comprendre pourquoi ils veulent ça. Mais en tout cas, je pense qu'ils se sentiraient très mal dans mon bureau. Ce n'est pas du tout ce que je prône. Donc, il y a les qualités de connaître la machine, c'est évident, mais pour autant, donc moi, ils sont 3, c'est ce que je vous disais. Donc, il y en a 2 qui travaillaient déjà au Parlement européen et qui travaillaient, notamment une spécifiquement, Marie, qui suivait les sujets déjà commerce international, parce que j'avais besoin de quelqu'un qui soit tout de suite opérationnel. Valentin suivait d'autres commissions, parce que je ne savais pas encore que j'allais arriver dans la commission emploi en titulaire, mais il avait une maîtrise parfaite de l'organisation des plénières, d'énormément de sujets, et j'en avais entendu beaucoup de bien. Et puis voilà, quand on a fait cet entretien, ça s'est bien passé. Et moi, j'ai fait le choix, je pense, un peu différent aussi de mes collègues. J'ai embauché donc Jérémy qui travaillait avec moi sur le territoire, parce que j'avais besoin d'avoir aussi quelqu'un dans mon équipe qui me connaisse, qui sait de la façon dont je travaille, qui connaît aussi mon niveau d'exigence. Et c'était important justement d'avoir quelqu'un qui puisse informer l'équipe. Bon, là, c'est bon, là, c'est pas bon, faut qu'on fasse ça, et qui connaissent mon territoire aussi, parce que c'est important de pouvoir justement bien tisser les ponts entre les acteurs du territoire et les politiques publiques qu'on est en train de définir, parce que pour moi, l'enjeu, c'est surtout de ne pas être enfermé à Bruxelles. Parce que je pense qu'on peut très vite perdre de vue la réalité quand on est au Parlement européen, parce que c'est quand même une jolie bulle en quelque sorte. Certes, on rencontre plein de monde, mais on peut oublier la réalité des gens, et ça, je ne le voulais absolument pas. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai proposé à Jérémy de rejoindre l'équipe à Bruxelles et à Strasbourg. Et puis, il me suit aussi sur le terrain. Et donc, pour mes stagiaires, à ce stade, je n'ai eu qu'un seul stagiaire, parce que du fait du Covid, là, ça a été un peu compliqué, mais j'ai vu, on a reçu les mails là, des casteurs, comme quoi on va pouvoir recruter pour septembre. Je dirais que là, je ne suis pas du tout focalisée sur le diplôme. Parce que c'était peut-être aussi ma façon de fonctionner à la Maison de l'Europe, où j'ai eu énormément de stagiaires qui n'avaient fait aucune étude en droit européen et qui finalement, après, se sont lancés d'ailleurs dans des études en droit européen. Il y en a plusieurs même qui ont
Il y en a qui ont été au Collège d'Europe après et qui, à la base, quand ils sont venus à la Maison de l'Europe, ils n'y connaissaient rien. Mais ils avaient cet intérêt-là. Et moi, je pense que quand on a l'intérêt, les connaissances, après, on peut les avoir. Donc, c'est pour ça que je ne me focalise pas trop sur le diplôme. Mais je pense que ça dépend vraiment d'un député. Et je dirais que la majorité des parlementaires font d'abord attention au diplôme, aux connaissances. Et puis, soyons très honnêtes, on ne va pas non plus se voiler la face. Quand vous avez un stagiaire ou un collaborateur qui vous est recommandé par quelqu'un, vous avez plus tendance à au moins faire l'entretien avec lui parce que quelqu'un vous a dit qu'il travaillait bien, qu'il était sérieux, etc. Voilà, si j'ai un conseil aussi à vous donner, c'est le réseau. Excusez-moi, juste pour vous dire que Madame Vedren doit partir dans quelques minutes. Ah oui, exact. Ouais. Je suis Justement, désolée. on va conclure. Je sais qu'il y a plein de questions dans le chat, mais on n'aura pas le mais temps. Mais à la limite, ce que je vous propose, c'est que les questions, moi, je veux bien y répondre après par écrit ou même vous envoyer une vidéo, parce que je vois défendre les projets de loi. Il n'y a aucun problème pour y répondre. Hein. Vous me les envoyez. Je vais demander à Flavia si c'est possible de les regrouper dans un document Word. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté notre invitation. J'ai reçu plein de messages positifs de la part des personnes qui sont contentes parce que le français est aussi une langue de l'Union européenne. Donc, on a eu l'occasion d'avoir un événement en français. Et puis, je reviens avec toutes les questions qui restent dans le chat. Non, mais merci à vous. On aurait pu le faire en anglais, mais je vous donne une anecdote. Un des premiers événements que j'ai organisé au Parlement européen avec mon collègue Pascal Canfin, on l'a fait en anglais. Et parce que justement, c'était sur l'avenir de la politique commerciale avec les enjeux relatifs au développement durable. Parce que forcément, c'était nos sujets respectifs. Et donc, il y a Jean Quatremer qui a commencé à nous attaquer sur les réseaux sociaux, mais c'est bonne guerre, hein, entre guillemets, en disant que c'est inadmissible que des Français organisent des événements en anglais. Donc, depuis, je fais attention à bien prendre la parole en français dans toutes mes interventions en commission ou en session. Après, les réunions de Shadow, évidemment, sont en anglais, mais je maximalise, et c'est important aussi, effectivement, de parler dans chacun, dans nos langues respectives, dès que c'est possible. Moi, je sais que j'adore quand ma coordinatrice, elle est suédoise, quand elle parle en suédois, parce que j'ai l'impression qu'elle parle vraiment, pour le coup, drôle de langue. Donc, c'est important aussi que toutes nos langues soient mises à l'honneur, parce que c'est ce qui caractérise aussi l'Union européenne. Merci beaucoup pour cet échange et merci à nos participants d'être venus aujourd'hui. Je reviens avec les questions-réponses dans un mail organisé. Merci beaucoup. Parfait. Merci à vous. Bon courage à vous tous. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion aussi de se croiser au Parlement. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.